ADA vous présente Les 7 secrets du succès, une histoire d'espoir de Richard Webster. À la narration, Tristan Harvey. Les 7 secrets du succès étaient à l'origine une lettre que Richard Webster, l'auteur de ce CD, adressa à un ami suicidaire qui s'était enfermé dans le silence. Ainsi est née l'histoire de Kevin. Richard Webster fut ravi et étonné de l'effet de cette lettre. Son ami sortit rapidement de sa dépression et il recommença à vivre. Il demanda ensuite à Richard la permission de faire des copies des 7 secrets du succès afin de les distribuer à des personnes qu'il savait en difficulté. Pendant plus de 15 ans, ce récit d'espoir et de motivation a été passé de main en main, incitant les lecteurs à laisser le passé derrière eux et à poursuivre leurs rêves. Récemment, une autre amie de l'auteur a eu besoin d'aide. Ce dernier a retrouvé le manuscrit, il l'a adapté à notre temps avant de le remettre à cette amie. Elle a réagi très positivement aux idées exprimées dans ce texte et lui a suggéré d'offrir cette histoire à un public plus large. Vous allez entendre l'histoire de Kevin. Joignez-vous aux personnages de ce récit et découvrez avec eux les 7 secrets du succès. Kevin atteignit le quai. Il tira sur le col de son imperméable et baissa la tête contre le vent qui venait de tous les côtés. Debout dans le reflet de l'unique lampadaire du quai, il scruta l'obscurité qui l'entourait. Ce soir, le monde entier semblait vide. Il sentit ses larmes s'ajouter à la pluie qui mouillait son visage. Il se frotta les yeux, puis quitta le cercle de lumière pour se diriger vers l'extrémité du quai. Kevin se mit à observer l'eau noire à la surface agitée où se formaient des images toutes plus bizarres les unes que les autres. L'eau semblait froide, mais en même temps étrangement invitante. Il commença à enlever son imperméable, mais le geste lui parut tout à coup ridicule. Il rattacha les boutons de son manteau, fasciné par les vagues qui fouettaient les vieilles planches du quai, avant d'être aspiré vers le large. Soudain, il pensa entendre une voix. Pourtant, personne ne savait qu'il était là. Il se retourna et fut surpris de voir la frêle silhouette d'un vieillard s'avancer vers lui. Que pouvait-il faire dehors par un temps pareil? Le vieil homme s'arrêta à la hauteur de Kevin et il regarda l'eau. Il semblait ne pas se rendre compte du vent qui hurlait et de la pluie qui tombait en trombe. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Allez-vous-en. L'homme avança. Kevin remarqua à quel point il était maigre. Ses vêtements saturés d'eau lui collaient au corps comme une deuxième peau. Regardez, j'habite là, tout près. Il se retourna et pointa un grand immeuble éclairé qui donnait sur la baie. Venez prendre un café. Si vous avez besoin de quelqu'un à qui parler, je vous écouterai. Kevin regarda l'immeuble, puis la mer. Pourquoi n'arrivait-il jamais à faire les choses convenablement? Il s'aperçut alors que le vieillard frissonnait. Bon, d'accord. L'appartement du vieil homme se trouvait au 3e étage. Kevin fit le tour du grand salon pendant que son hôte s'affairait à la cuisine. Des fauteuils de cuir confortables étaient placés autour d'une table à café antique.
2 portes-fenêtres ouvraient sur un balcon qui surplombait la baie. Un ancien télescope en cuivre était posé sur un trépied devant les portes. « C'est donc ainsi qu'il m'a vu », pensa Kevin. L'homme revint avec un plateau qu'il déposa sur la table. Il versa 2 tasses de café. « Bienvenue chez moi. Je m'appelle Todd Melvin. » Son visage était long et mince. Sa bouche généreuse affichait le sourire tout simple d'un homme heureux. Ils échangèrent une poignée de main. « Je suis Kevin. Kevin Huddersfield. » Todd prit une gorgée de café sans quitter Kevin des yeux. Il semble que tout n'aille pas pour le mieux, Kevin. Sa voix était douce et mélodieuse. En effet. Vous voulez en parler? Kevin fit signe que non. J'ai beaucoup de difficultés à parler de mes problèmes. Todd hocha la tête. Je comprends. J'étais comme vous, je gardais tout en dedans. Quel âge avez-vous, Kevin? 28 ans. 28 ans. J'ai 50 ans de plus que vous. Ah, ce que je donnerais pour avoir encore 28 ans. Vous êtes jeune, vous êtes énergique, vous avez des rêves. Et vous avez le temps. Comme c'est merveilleux d'avoir le temps. Je suis jeune. Et j'avais des rêves. Et ils ont été brisés. Kevin fit signe que oui. Malgré lui, il sentait monter ses larmes, et soudain il pleura comme un enfant. Quand il s'arrêta, Todd lui offrit un mouchoir. Vous devriez peut-être vous confier. Cette fois, Kevin accepta. Il raconta son histoire de manière décousue, mais à la fin, Todd était au courant de la faillite de l'entreprise du jeune homme, de la malhonnêteté de son associé et de l'échec de son mariage. Je comprends pourquoi vous étiez sur le quai ce soir. Dites-moi, Kevin, est-ce que cela vous a fait du bien de parler de vos problèmes? Je pense que oui. J'ignore si vous avez un endroit où aller dormir, mais j'ai une chambre ici que vous pouvez utiliser. Nous pourrions parler encore un peu demain matin. Vous m'offrez une chambre pour la nuit? Todd sourit. Bien sûr, il fait un temps horrible dehors. Il vaudrait mieux que vous dormiez ici cette nuit. D'accord? Merci, monsieur Melvin. Appelez-moi Todd. Venez, je vais vous montrer votre chambre. Une demi-heure plus tard, allongé sur le lit, Kevin ouvrit le tiroir de la table de nuit et en sortit un grand livre à la couverture gaufrée. En ouvrant le livre, il s'aperçut que toutes les pages étaient blanches, sauf la première. Quelqu'un y avait écrit un court message d'une écriture fluide. « Hier n'existe plus ». Kevin lut la phrase à voix haute. « Hier n'existe plus ». Il replaça le livre dans le tiroir et s'endormit moins d'1 minute plus tard. Hier n'existe plus. Il était 9 heures quand Kevin se réveilla. Il prit une douche rapide, s'habilla avec les vêtements que Todd lui avait prêtés la veille et se rendit au salon. Todd était sur le balcon. D'un geste de la main, il lui indiqua le paysage. Voyez comme la journée est belle après cette tempête. Hein? N'est-ce pas une vue magnifique? Les 2 hommes restèrent silencieux un moment à regarder la baie. Dans le ciel clair et bleu, de petits nuages s'attardaient paresseusement. Todd jeta un coup d'œil à Kevin. Il indiqua une chaise. Asseyez-vous et relaxez. Le petit déjeuner est prêt. Kevin se sentait mal à l'aise avec le vieil homme ce matin. Il essaya de verbaliser ses pensées en buvant le jus d'orange qu'il lui avait apporté.
Pourquoi avez-vous été si bon? Vous ne me connaissez pas? Cherchez-vous les âmes en peine qui tentent de se suicider? Non, pas vraiment. Mais je dois admettre que j'aime aider les gens. Y en a-t-il eu d'autres comme moi? Oui, quelques-uns. Il y a 10 ans que j'habite ici et à l'occasion, les soirs de tempête, quelqu'un s'amène sur le quai, tout comme vous l'avez fait hier. Vous savez, même d'ici, je sais ce qu'ils ont l'intention de faire. Avant de m'endormir hier soir, j'ai regardé dans le tiroir de la table de nuit. J'ai trouvé un livre dans lequel il n'y avait que les mots « Hier n'existe plus ». Ces mots auraient pu être écrits juste pour moi. Ah, c'est ma femme qui a écrit ce message il y a longtemps, à un moment où j'en avais besoin. Hier n'existe plus. Hier soir, je voulais mourir et vous m'en avez empêché. Todd resta silencieux un long moment. Regardons les choses autrement. Qu'est-ce qui vous a fait penser à vous noyer? Il existe d'autres manières de se suicider. J'errais sans savoir vraiment ce que je faisais. Vous me cherchiez. Je ne savais même pas que vous existiez. C'est ce qu'on appelle le karma. Le karma? N'est-ce pas une religion asiatique? Non, c'est simplement la relation de cause à effet. L'énergie que vous déployez vous revient. Soyez bon et, à un moment donné, quelque part, la bonté vous sera rendue. Soyez méchant et le malheur vous rattrapera. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme vous, Todd. Vous me faites voir les choses sous un autre jour. Quand je me suis réveillé ce matin, je me suis dit... Bon, je suis toujours vivant. Je peux au moins me venger de mon associé. Il m'a tout volé. C'est sa faute si l'entreprise a fait faillite. Calmez-vous, Kevin. Je ne sais rien de votre entreprise ni de ce que votre associé a pu faire. Mais vous m'avez dit que l'entreprise n'existait plus. Donc c'est de l'histoire ancienne. L'entreprise appartient à hier et... Hier n'existe plus. Réfléchissez bien, Kevin. Supposons que, pendant les 12 prochains mois, vous cherchiez à vous venger de votre associé. Une année de votre vie aura passé. D'autre part, vous laissez faire le passé et recommencer. Dans un an, vous serez déjà en train de réaliser les objectifs que vous aurez choisis. Alors, quelle est la meilleure option? Poursuivre votre vie ou chercher à vous venger? Inconfortable, Kevin chercha à prendre une autre position dans son fauteuil. Que vous me rendez la vie difficile. Todd rit et pointa du doigt l'eau miroitante de la baie. Aujourd'hui, une nouvelle journée commence. C'est dans le présent, ici et maintenant que vous devez vivre. Il faut planifier l'avenir, certes, mais le seul temps dont vous disposez réellement, c'est le temps présent. Au bout d'un moment, Kevin demanda « Et qu'est-ce que tout ça a à voir avec le karma ?» Allons faire une promenade, nous en discuterons. En marchant le long du trottoir séparant la plage de la route, Kevin remarqua que tout le monde semblait connaître son nouvel ami. Les visages s'illuminaient, les gens traversaient la rue pour venir le saluer. Le karma est un principe qui repose sur les actions de donner et de recevoir. Ce que vous donnez vous est rendu. Pas toujours de manière claire et évidente, bien sûr. Par exemple, il y a très longtemps, on m'a aidé pendant une période difficile et je me suis juré que si j'en avais l'occasion, je ferais de même pour d'autres. Et c'est ce que vous faites avec moi? D'une certaine façon, peut-être que oui.
Mais je crois tout de même que c'était prédestiné. Si vous étiez venu plus tôt sur le quai, je ne vous aurais pas vu. J'étais chez un ami pour dîner. Et si vous étiez venu un peu plus tard, j'aurais été couché. Je vous serai toujours très reconnaissant, Todd. Oh, les changements que je vois déjà en vous constituent une récompense bien suffisante, croyez-moi. Les deux hommes poursuivirent leur route en silence. Après un moment, Todd demanda « Vous voyez le vieux chêne là-bas ? Traversons la rue et allons le voir de plus près. » Sous le chêne, l'ombre était rafraîchissante. Todd leva la tête et regarda les branches avec déférence. N'est-ce pas merveilleux? À présent, touchez-le. Kevin tendit la main et toucha le tronc. Bien. Maintenant, enlacez-le. Quoi? Une bonne grosse étreinte, comme ceci. Todd tendit les deux bras et étreignit l'arbre pendant plusieurs secondes. À vous maintenant. Hésitant, Kevin tenta une étreinte. Non, pas comme ça. Imaginez-vous qu'il s'agit d'un bon ami. Oui, voilà, c'est mieux. Kevin se sentit envahi par une émotion étrange, comme si l'arbre lui avait remonté le moral. L'arbre a régénéré votre âme. Et savez-vous pourquoi? Parce qu'il est vivant. Il réagit à ce que vous dites et à ce que vous pensez. Et bien sûr, il réagit à vos étreintes. Où que j'aille, j'étreins des arbres. C'est un des avantages du vieillage. Les gens ne s'inquiètent pas de vos petites manies. Ils regagnèrent l'appartement de Todd en silence. Arrivé devant l'immeuble, Kevin dit « Todd, vous avez changé ma vie. Jamais je n'ai rencontré quelqu'un comme vous. Merci. Merci beaucoup. » Ce n'est rien, Kevin. Montez et déjeunons ensemble. Vous devrez m'excuser par la suite, parce que j'ai des choses à faire. Vous avez bien un endroit où aller, n'est-ce pas? Bien sûr, j'irai chez moi. Plus tard, au moment de partir, Todd fit promettre à Kevin de revenir le lendemain. N'oubliez pas notre discussion, Kevin. Nous disposons uniquement du présent. Vivez dans le présent. Et puis, étreignez la vie dans son ensemble. Ne ratez jamais une occasion d'étreindre un ami, un arbre ou la vie. Les larmes aux yeux, Kevin étreignit son ami. « Voyez comme j'apprends vite », dit-il en le quittant. Étreignez les arbres et la vie. Le lendemain, à 19h précise, Kevin sonna chez Todd. Au-dessus de la porte, il aperçut le symbole chinois du yin et du yang. Ah, bienvenue, Kevin. Spontanément, Kevin étreignit Todd. Le vieil homme l'examina attentivement. Vous semblez beaucoup mieux. En seulement 24 heures? Todd fit signe que oui. C'est la première fois que je vous entends rire. Quel beau son. Vous devriez rire plus souvent. C'est excellent pour la santé mentale et physique, et aussi pour la santé spirituelle. Todd accompagna Kevin au salon. Il lui expliqua que la femme qui venait pour l'entretien ménager préparait le dîner ce soir afin de leur laisser du temps. Venez sur le balcon. La soirée était tiède. Le soleil couchant embrasait le ciel et le paysage d'un reflet d'or satiné. Le regard de Kevin se porta sur le quai. Des gens y pêchaient, profitant de la marée haute. Des rires joyeux d'enfants leur parvenaient, portés par la brise. C'est le paradis. Il s'appuya à la balustrade et regarda le mouvement des voitures. Salut, je suis Lisbeth. Vous devez être Kevin? Kevin se retourna pour faire la connaissance d'une femme séduisante, d'une quarantaine d'années. D'un geste moqueur, elle lui fit la révérence. Venez manger. Une fois les assiettes servies,
Lisbeth s'assit pour manger avec eux. Manifestement, elle était très attachée à Todd et pleine de petites attentions pour lui. Après le dîner, une fois le café servi au salon, Lisbeth lava la vaisselle, puis elle embrassa les deux hommes sur la joue et souhaita bonne chance à Kevin avant de partir. Todd s'adressa à Kevin. « Qu'est-ce que vous avez fait hier après-midi et aujourd'hui ?» Hier, je suis rentré chez moi, j'ai donné à manger au chat, fait le lavage et je me suis couché tôt. Et aujourd'hui? Donné à manger au chat. J'ai passé presque toute la matinée au lit. Ah, et puis j'ai étreint un arbre cet après-midi. Et que ferez-vous demain? Je n'en ai pas la moindre idée, fit Kevin en secouant la tête. Savez-vous ce que vous dites? Quoi donc? Vous dites que demain sera gaspillé comme la plus grande partie de votre journée d'aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous avez, vous, que je n'ai pas, moi? Vous avez le temps, Kevin. À votre âge, avec votre santé, le temps est votre allié. Vous devez l'utiliser avec discernement. C'est un crime que de trop perdre son temps, Kevin. Mais non, ne vous méprenez pas. Nous avons tous besoin de temps pour nous détendre, pour relaxer, ne rien faire. Mais ce n'est pas ce que vous avez fait aujourd'hui. Aujourd'hui, vous vous êtes caché de la réalité et vous avez perdu un temps précieux. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Todd tendit les mains. Toutes sortes de choses. Vous auriez pu téléphoner à votre femme pour lui donner des nouvelles du chat. Puis, vous auriez pu parler d'autre chose. Vous auriez pu aussi téléphoner à votre comptable pour savoir ce qu'il advient de l'entreprise. Vous auriez pu songer à votre avenir de manière constructive. Quand vous étiez en affaires, aviez-vous fixé des objectifs? J'aimerais que vous alliez dans mon bureau et que vous vous asseyez à la table de travail. Vous y trouverez du papier et des enveloppes. Écrivez tout ce que vous avez l'intention de faire au cours des 6 prochaines semaines. Et puis, scellez l'enveloppe et apportez-la moi. Je vous promets de ne pas l'ouvrir et de vous la rendre dans 6 semaines. Vous êtes un vrai tyran, vous savez, dit Kevin en se dirigeant docilement vers le bureau de Todd. Avant de s'asseoir, Kevin examina les titres des livres sur les étagères qui recouvraient les murs de la pièce. Il sourit en apercevant quelques livres qu'il avait lus, lui aussi. 30 minutes plus tard, il retourna au salon et remit à son hôte une enveloppe scellée. Tout sérieux, Todd la prit et la plaça sous le lapin de céramique qui ornait le manteau de la cheminée. Dites-moi, avez-vous inclus des objectifs personnels dans cette liste? Oui. Excellent, Kevin. Je suis fier de vous. Nous avons tous tellement de potentiel et presque personne ne fait ce simple exercice de planifier l'avenir. Je pense qu'il n'y a que 5% des gens environ qui se fixent des objectifs personnels. Ce qui veut dire que 95% de la population mondiale n'a pas de but. Todd tapota l'épaule de Kevin. Vous venez d'avoir la leçon numéro 3. Je vois. Vivez le moment présent. Étreignez des arbres, étreignez la vie. Et fixez-vous des objectifs. Dites-moi, Todd, combien y a-t-il de règles? 7. Vous avez fait presque la moitié du chemin. Mais ce ne sont pas des règles. Je les vois plutôt comme des tremplins. Todd regarda sa montre. Bon, on se revoit la semaine prochaine à la même heure? Il rit en voyant l'air ahuri de son invité. Oui, je sais, il serait bon de vous voir demain et aussi le jour suivant, mais vous devez faire certaines choses par vous-même. Alors, pendant cette semaine, fixez-vous des objectifs à plus long terme. Et si vous le voulez, vous m'en parlerez la semaine prochaine. J'ai vraiment hâte de voir ce que vous ferez pendant la semaine. Fixez-vous des objectifs valables. Sa motivation dura 3 jours.
Il prit des arrangements avec son comptable pour rembourser ses dettes. Il téléphona à sa femme 2 fois, et la seconde fois, il lui dit combien il l'aimait. Kevin s'occupa aussi à des tâches domestiques. Le salon presque vide, depuis que Sandy avait pris ses effets, lui rappela la faillite de son entreprise, l'échec de son mariage et son manque de projet d'avenir. « Je vais aller étreindre un arbre », se dit-il. La soirée était fraîche. Il marcha rapidement. Le parc semblait désert dans la semi-obscurité. Kevin quitta le sentier et marcha dans l'herbe haute jusqu'à un bosquet. Il tendit les bras et toucha un arbre mince et grêle qui sembla répondre à son contact. Il l'enlaça, puis lâcha prise un moment avant de l'étreindre de nouveau. Oui, c'était bien réel. L'arbre réagissait à son contact. Kevin sentit sa morosité s'atténuer graduellement. « Merci », dit-il doucement en baissant les bras. Il recula de quelques pas pour mieux voir l'arbre, puis il prit le chemin du retour. Devant chez lui, il reconnut la voiture de Sandy. « Où étais-tu » ? ?»« J'étais allé marcher. Qu'est-ce que tu fais là ?»« Je voulais voir comment tu étais. »« Merci, » dit Kevin avec un sourire. « Je suppose que j'ai été un peu déprimé dernièrement. Cette promenade m'a fait du bien. Te voir me fait encore plus de bien. J'ai aussi réfléchi au conseil de Todd, le vieil homme dont je t'ai déjà parlé. Et il m'aide beaucoup. J'essaie de mettre en pratique les principes de la réussite. » Écoute, Kevin, tu ne dois pas te laisser entraîner dans une histoire de comment devenir riche rapidement. Todd a des idées trop bohèmes. Tu dois faire face à la réalité, trouve un emploi, fais un peu d'argent, et alors peut-être pourrons-nous entrevoir la possibilité de revenir ensemble. Alors tout dépend de l'argent que je ferai. Sandy secoua la tête dans un geste d'exaspération. Maman et papa ont raison. Tu ne veux rien comprendre en ce moment. Tu es un rêveur, Kevin. Tu ne peux pas continuer comme ça. Peut-être as-tu besoin de toucher le fond. Ce n'est qu'à ce moment qu'on saura si tu peux t'en sortir. Dit-elle en partant. Ce soir-là, Kevin se tourna dans son lit sans trouver le sommeil. Peut-être Sandy avait-elle raison. Peut-être se laissait-il influencer par Todd parce qu'il était déprimé. Peut-être après tout n'était-il qu'un rêveur. Kevin retourna au parc les 2 matins suivants. Le 3e jour, il se présenta chez Todd. Pâle, les traits tirés, ce dernier écouta quand même avec beaucoup d'intérêt les détails de la semaine de Kevin. Vous souvenez-vous des objectifs que vous avez mis sur papier la semaine dernière ? Kevin leva les yeux vers l'enveloppe sur le manteau de la cheminée. « Oui, bien sûr. » Qu'avez-vous fait cette semaine pour atteindre vos buts ? Kevin secoua la tête. « Ça n'a pas été facile, » marmonna-t-il. « De toute manière, qui voudra me donner un emploi ? Je ne suis bon à rien. Mes beaux-parents me voient comme un bon à rien. » Pour ma part, ce n'est pas un bon à rien que je vois devant moi. Je vois un jeune homme avec tout le potentiel qu'il faut pour un avenir brillant. Aucune occasion ne s'est présentée pendant la semaine ? Kevin fit signe que non. Je pense qu'il est temps que nous allions marcher. J'aurais peut-être besoin de m'appuyer un peu sur vous. Mes jambes me semblent un peu faibles. Ils s'arrêtèrent pour s'asseoir sur un banc et regardèrent passer les voitures. D'un geste, Todd lui indiqua une boutique de livres usagés dont le propriétaire s'apprêtait à fermer pour la soirée. Vous voyez ce magasin ? Le propriétaire est un de mes amis. Il s'appelle Mike. Il a 20 ans, il était comme vous. Et aujourd'hui, il a une librairie. Ses affaires vont bien et il est vraiment heureux. Il adore les livres, alors quoi de mieux pour lui qu'une librairie, hein ? Il a vu une occasion et il l'a saisie. Allons le voir avant qu'il ne quitte la boutique.
La porte était encore ouverte. Devant le comptoir se tenait un homme très grand. Dès qu'il vit Todd, il courut l'étreindre dans un geste fraternel. « Comme c'est bon de vous voir !» Mike s'assit sur le comptoir en souriant à ses visiteurs. « Je suis un des protégés de Todd. Mais peut-être le savez-vous déjà. C'est sur ses conseils que j'ai acheté la librairie. Il faut aimer ce que l'on fait. C'est bête, je n'y avais jamais pensé avant que Todd ne me le dise. » Faites-vous de l'argent? Mike sourit. Suffisamment, je pense. Oh, je ne ferai pas fortune avec cette boutique, mais j'ai beaucoup de plaisir. Il regarda Kevin. N'est-ce pas l'essentiel? Kevin acquiesça d'un signe de tête. Je veux quand même faire de l'argent. Mike ouvrit les mains. Eh bien, faites ce que vous aimez et faites de l'argent en même temps. Mais vous faites ce que vous aimez et vous arrivez à peine. Oui, non. La plus grande partie de l'argent que je fais est réinvestie dans l'entreprise. Alors quand je vendrai la librairie, je ferai de l'argent. Par ailleurs, je collectionne des éditions originales dont la valeur augmente constamment. Alors vous faites de l'argent? L'argent n'a pas tellement d'importance, Kevin. Je travaillerai sans salaire tellement j'aime ce que je fais ici. Quand ils quittèrent la librairie, l'air mystifié de Kevin fit sourire Todd. Vous voulez faire de l'argent, Kevin. Au moins, nous avons établi cet objectif. C'est un but positif, c'est bien. Et que voulez-vous faire d'autre? Je ne veux plus travailler dans le domaine des ordinateurs. Je pense qu'on pourrait dire qu'il s'agit là d'un but négatif. Vous savez ce que vous ne voulez pas faire, mais vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez. Je pourrais revenir au journalisme. C'est ainsi que j'ai commencé ma carrière. Mais ce n'est pas vraiment ce que je veux faire non plus. D'accord. Et regardez autour de vous, Kevin. En ce moment, vous êtes entouré d'occasions. Kevin regarda autour de lui. Les lampadaires s'étaient allumés. La plupart des voitures semblaient n'être que des formes imprécises. De la musique leur parvenait de l'un des nombreux restaurants. Des occasions? Où sont-elles? Todd sourit gentiment. Partout, Kevin. Laissez-moi vous aider. Vous voyez ce flux régulier de voitures qui passent? Bien sûr. Eh bien, vous pourriez trouver un emploi de vendeur de voitures, de préposé au stationnement. Vous pourriez repeindre les voitures, les laver, les polir, ou fabriquer des dés en plus accrochés au rétroviseur. Kevin se mit à rire. Je comprends. Mais je ne me vois pas travailler avec des voitures. Très bien. Regardez ces magasins. Vous pourriez être propriétaire de l'un de ceux-là si vous le vouliez. Hein? Vous pourriez également y travailler. De quoi a-t-on besoin dans un magasin? Il faut quelqu'un pour concevoir et aménager les vitrines. Mais vous pourriez peindre des enseignes commerciales, vous pourriez faire la tenue de livres, laver les vitrines, fabriquer les étagères, leur fournir des objets à vendre. Le jeune homme sourit. Je pense que j'ai compris, Todd. Vous m'avez amené ici pour me faire voir qu'il y a des occasions partout. Leçon numéro 4. J'aurais préféré que vous ne me disiez pas cela. Pourquoi? Parce que ça veut dire que je connais plus de la moitié de vos 7 secrets. Vous en connaissez peut-être plus de la moitié, mais vous ne faites que commencer. Le sourire de Kevin s'estompa. Ne soyez pas triste. Cela m'a pris 78 ans pour assimiler 7 leçons. Vous en avez eu 4 en moins de 2 semaines. Aidez-moi à me lever. Je pense qu'il est temps de rentrer. Il y a partout des occasions à saisir. Kevin eut une semaine chargée, au cours de laquelle il postula différents emplois. Il fut surpris de voir que son enthousiasme demeura constant, et il supposa que c'était grâce aux promenades pendant lesquelles il étreignait des arbres. Il passait aussi beaucoup de temps au téléphone avec Sandy. Son attitude positive semblait déteindre sur Sandy, et leurs conversations s'allongèrent.
Elle paraissait les attendre avec autant d'impatience que lui. 2 fois, il téléphona chez Todd. Chaque fois, Lisbeth lui répondit que le vieil homme dormait. Il accepta cette explication sans se poser de questions. Mais une nuit, il se réveilla à 3 heures du matin après un effrayant cauchemar dans lequel Todd était gravement malade. Plus tard ce matin-là, Kevin se rendit chez son ami. Lisbeth vint lui ouvrir et l'accompagna jusqu'à la chambre de Todd. Ce dernier était allongé dans un grand lit de place, frêle et presque perdu dans l'amas de couverture. Le vieil homme sourit en lui tendant la main. « Ah, comme c'est bon de vous voir. » Lisbeth replaça les oreillers et aida Todd à s'asseoir. Kevin prit la main que Todd lui offrait et la serra, en s'asseyant sur une chaise près du lit. « Depuis quand êtes-vous alité ?» Je ne suis pas alité. Je me sens seulement un peu fatigué. Demain, je serai remis. Ah, tant mieux. Puis-je faire quelque chose pour vous? Todd fit signe que non. La seule chose dont j'ai besoin, c'est de savoir où vous en êtes. Kevin ne put s'empêcher de sourire. Vos leçons portent fruit. Je me sens mieux. Je déjeune avec Sandy demain. J'ai aussi postulé 3 emplois et on m'a téléphoné pour une entrevue. De plus, j'ai rencontré tous mes créanciers et conclu des arrangements avec chacun d'eux. Le vieil homme sourit. Il semble en effet que vous soyez sur la bonne voie. Parlez-moi des emplois que vous avez sollicités. Eh bien, je suis convoqué en entrevue pour un poste dans le domaine de la vente d'équipements de bureau. C'est ce que vous voulez faire? Probablement pas, mais je n'ai pas vraiment le choix en ce moment. Il ne faut pas penser ainsi, jamais. Votre subconscient vous entraîne dans le sens de vos pensées, vous le savez, Kevin. En disant ces mots, Todd sembla épuiser le peu d'énergie qui lui restait, et il s'affaissa sur ses oreillers en respirant bruyamment. « Est-ce que ça va ?» Oui. Avez-vous bien compris ce que je vous ai dit? Vous êtes vraiment impossible. Oui, j'ai compris et vous avez raison. Vous avez toujours raison. Todd secoua la tête. Non, Kevin. J'ai fait autant d'erreurs que les autres. Vous devez toujours remettre en question ce que je vous dis. Je ne suis ni un oracle ni un sage. Je ne suis que moi. Allez, parlez-moi des autres emplois. Kevin lui raconta les détails de l'emploi concernant la vente de matériaux de couverture et ceux du poste de gérant d'entrepôt chez un fournisseur de papeterie. Quand il eut terminé, Todd hocha la tête. « Ce ne sont que des emplois temporaires. Pour me dépanner. » Todd se tut pendant un long moment. Vous devez clarifier vos objectifs, je pense. Demandez à Lisbeth de vous apporter du papier. Et sur la première page, écrivez quelque chose à votre sujet. Par exemple, qui vous êtes. Kevin fit une moue. Je ne sais pas vraiment qui je suis. Mais bien sûr que vous le savez. Vous êtes un être humain, n'est-ce pas? Et vous êtes un homme aussi. Écrivez cela. Kevin s'exécuta pendant que Todd l'observait. Bon. Et quoi encore? Kevin écrit son nom. Quoi d'autre? Écrivez votre nationalité, votre âge. Ne m'avez-vous pas dit que vous vouliez être riche? Mais écrivez riche. Mais je ne le suis pas. Je n'ai presque plus d'argent. Ça ne fait rien. Écrivez-le quand même. Nous sommes entraînés dans le sens de nos pensées. Voyant l'expression sur le visage de Todd,
Kevin s'interrompit et sourit. « 20 minutes plus tard, il avait écrit 20 énoncés sur lui-même. Ça va. Il fut secoué par une canne de toux. Kevin dut le soulever et lui tapoter le dos. Puis il lui offrit de l'eau. Après avoir étanché sa soif, Todd sourit et lui rendit le verre. Ça m'a fait un bien immense. Où en étions-nous? Ah oui, ça me revient. Maintenant, dites tout haut ce que vous avez écrit. Avec enthousiasme. D'accord. Je suis un être humain. Avec enthousiasme. Je suis un être humain. C'est mieux. Todd sembla satisfait. Je suis un homme. Je suis Kevin. Je suis riche. Alors, ça va? Je n'en suis pas certain. Dites-le encore une fois. Je suis riche. Dites-le encore et encore. Je suis riche. 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 Il lui fallut une dizaine de fois avant de se sentir à l'aise avec ses paroles. L'esprit a besoin de temps pour accepter certaines choses. En ce moment, vous avez plutôt une impression de pauvreté. Mais vous devez continuer à vous répéter que vous êtes riche jusqu'à ce que votre moi intérieur ne rejette plus ces paroles. Hein? Quel est l'énoncé suivant? Je suis heureux en ménage. Avec enthousiasme, Kevin. Je suis heureux en ménage. C'est mieux. Nous faisons des progrès. Il leur fallut une vingtaine de minutes pour passer tous les énoncés de la liste. Todd demanda à Kevin de dire ces phrases au moins une fois par jour, jusqu'à ce que chacune lui semble naturelle et vraie. « Oui, mon commandant !» répondit Kevin avec un salut militaire. Todd fut secoué par une autre canne de toux. Kevin appela Lisbeth et ensemble, ils le forcèrent à s'allonger pour mieux se reposer. Lisbeth tira les rideaux. Cela suffit pour aujourd'hui. Il faut que vous dormiez maintenant. Kevin la suivit à la cuisine. Je suis désolé, je n'aurais pas dû rester aussi longtemps. Lisbeth lui sourit chaleureusement. Pas du tout. Il vous a attendu toute la journée. Il veut tellement que vous vous remettiez sur pied. Il m'a sauvé la vie. Je sais. Il a fait de même pour moi. Kevin la dévisagea. Vous voulez dire? Je crois que nous sommes nombreux, si j'en juge par tous les visiteurs qu'il reçoit. Kevin. La voix du vieil homme était faible, mais elle n'avait rien perdu de son autorité. Venez, mon garçon. Je veux vous dire autre chose. Leçon numéro 5? Les yeux de Todd brillaient. Vous avez raison. Leçon numéro 5. Kevin s'empara de la main de son ami. Je suis prêt. Cette leçon est difficile. Il y en a plusieurs qui abandonnent l'arrivée là. Ils sont tout près de leur but, mais ils abandonnent. Quel dommage. Alors, leçon numéro 5. La persévérance. Si vous persévérez, vous pouvez tout faire. Absolument tout. Visez haut, Kevin.
et lancez-vous à la poursuite de vos buts avec détermination et persévérance. Hein? Vous échouerez peut-être une fois, 2 fois, ou même 100 fois, et à la fin, vous récolterez les fruits du succès. Vous souvenez-vous de Winston Churchill? Bien sûr. Et je crois savoir où vous voulez en venir. Todd sourit. Bien. Alors, dites-le-moi. Winston Churchill était d'une persévérance remarquable. Au pire de la Deuxième Guerre mondiale, il clamait haut et fort que jamais l'Angleterre ne se rendrait. Il a montré à toute une nation l'importance de persévérer. Oui. Malgré toutes les privations et d'énormes pertes, les Britanniques étaient résolus à ne jamais se rendre. Et ils ont gagné la guerre. Todd tapota le poignet du jeune homme à quelques reprises. J'ai besoin de dormir maintenant. Revenez demain, d'accord? Soyez persévérants. À 10h30 précise, Kevin pénétra dans le bureau de M. Greyland. La pièce occupait tout le coin du 11e étage d'un gratte-ciel du centre-ville. Ce dernier lui serra chaleureusement la main et l'invita à s'asseoir. Votre curriculum vitae est impressionnant. Merci. Je dois être honnête avec vous, Monsieur Greyland. J'ai vraiment besoin d'un emploi. Mon entreprise a fait faillite et j'ai de grosses dettes. Mais j'ai l'intention de me lancer de nouveau en affaires dès que possible. En fait, je cherche quelque chose de temporaire pour me remettre sur pied. Greyland se leva et marcha jusqu'à la fenêtre. Il se frotta le menton pensivement. Puis il se tourna vers Kevin. Venez, je vais vous montrer quelque chose. D'un geste de la main, il lui indiqua le panorama. Dites-moi ce que vous voyez. Je vois plusieurs choses, Monsieur Greyland. Mais ce que je vois surtout, ce sont des occasions à saisir. Chacune de ces personnes, sur la rue, dans les voitures et même dans les édifices, eh bien, chacune a besoin de quelque chose. Il y a là un monde d'occasions à saisir. Greyland le regarda d'un air ravi. Vous savez, jeune homme, je pense que nous pouvons nous aider mutuellement. 2 heures plus tard, assis dans la salle à dîner chez Todd, Kevin raconta les détails de son avant-midi. Je lui ai dit ce que vous m'avez appris au sujet des occasions à saisir et il a fini par m'en donner une. Je dois démarrer une nouvelle division pour son entreprise. Ce travail allie mes connaissances en informatique à leur expertise dans le domaine de la papeterie et des articles de bureau. C'est presque comme avoir ma propre entreprise. Nous serons associés, mais j'aurai aussi un revenu régulier pendant que nous mettons la division sur pied. Todd tendit les mains dans un geste de bonheur. C'est merveilleux. Vous voyez ce qui arrive quand vous étreignez la vie et restez attentif aux différentes occasions à saisir. Todd goûta à sa crème de champignons. Kevin s'aperçut que la main du vieil homme tremblait. Au moins, il mangeait. Jusqu'à présent, il n'avait fait que jouer avec sa soupe. Kevin se servit de la salade au jambon. Je voudrais bien pouvoir vous rendre ce que vous avez fait pour moi. Todd sourit. Oh, vous le pouvez, et je suis certain que vous le ferez. Vous n'avez qu'à aider une personne, tout comme je vous ai aidé. Le bien que l'on fait autour de soi nous est toujours rendu à un moment ou à un autre. C'est une loi universelle. Comment avez-vous bénéficié de m'avoir aidé? Todd ne put s'empêcher de rire. J'ai eu le plaisir de votre compagnie et de votre amitié. Vous avez stimulé mon esprit. Oh oui, j'ai été grandement récompensé. Oui, mais encore. Je suis certain qu'il y a de nombreuses façons, mais on ne les reconnaît pas toujours de prime abord. Comme lorsque
Une chose agréable arrive au moment où l'on s'y attend moins. Cela m'arrive continuellement et je suis persuadé que c'est parce que je suis venu en aide à d'autres personnes par le passé. Un long silence s'installa entre les deux hommes. Kevin réfléchissait aux paroles de son aîné. Lisbeth entra dans la salle à manger. Comme ils desservaient leur bol, Kevin remarqua que sa main s'attarda sur l'épaule de Todd. Nous sommes rendus à la leçon 6, dit Todd avec un sourire juvénile. En fait, vous la connaissez déjà, même que vous l'appliquez. Dieu soit loué. Je n'arrive pas à croire que j'applique une règle sans même le savoir. Ah, c'est quelque chose que vous saviez, mais que vous avez ensuite oublié. Et je pense qu'aujourd'hui, cela vous est revenu. Todd se leva de table. Ses jambes vacillaient. Kevin se porta à son aide. Ensemble, ils marchèrent jusqu'au balcon qui surplombait la baie. Todd s'assit sur une chaise dotée d'un coussin. Ne faites pas durer le suspense. Quelle est la 6e leçon? Croyez-vous en Dieu? Demanda Todd, les yeux rivés sur Kevin. Je n'en suis pas vraiment sûr, Todd. Je crois en quelque chose que l'on peut appeler une force vitale universelle ou l'esprit qui habite en chacun de nous. Todd acquiesça d'un signe de tête. Oui, je crois aussi en une conscience universelle et je pense qu'une étincelle de cette conscience se retrouve en chaque être vivant. Nous sommes tous reliés, vous savez, avec chaque parcelle de vie sur cette terre. C'est pourquoi nous devons nous préoccuper de tout ce qui nous entoure sur cette merveilleuse planète. L'essence de l'univers fait partie intégrante de chacun de nous. Todd contempla les moutons d'écume qui s'agitaient doucement sur la surface de l'eau. Vous devez avoir confiance en vous-même. Croire que vous pouvez accomplir les buts que vous vous fixez. Ce matin, vous avez réussi à vous vendre à Monsieur Greyland. Vous n'auriez pas pu si vous n'aviez pas cru en vous. Vous avez perdu votre confiance en vous-même un certain temps, mais c'est sans importance aujourd'hui, puisque vous l'avez retrouvée. Alors il ne reste plus qu'une leçon. Todd lui fit signe que oui. Vous la connaissez déjà, Kevin. Je ne vous en parlerai pas aujourd'hui. Je veux que vous pratiquiez d'abord les autres encore un peu dans votre quotidien pour en vérifier la validité. J'ai un peu froid. Pouvez-vous demander à Lisbeth de m'apporter une couverture? Croyez en vous-même. Kevin fut réveillé par la sonnerie insistante de la porte d'entrée. Du regard, il chercha son réveil matin. Il était 9h10. Il sauta hors du lit, attrapa sa robe de chambre et courut à la porte. 2 policiers s'y tenaient au garde-à-vous. Ils se présentèrent et lui demandèrent s'il pouvait prendre quelques minutes de son temps. Entrez, dit Kevin en leur faisant signe de passer au salon. Vous avez déposé une plainte contre Monsieur Michael Bestens? Oui, dit Kevin en resserrant le nœud de la ceinture de sa robe de chambre. Le plancher était froid sous ses pieds. Écoutez, est-ce que je ne peux pas simplement retirer ma plainte? Je lui ai pardonné. En fait, j'avais presque oublié l'incident jusqu'à ce que je vous voie à ma porte ce matin.
L'un des policiers tambourina du bout des doigts sur son calepin. Non, on ne peut pas laisser tomber aussi facilement, monsieur Huddersfield. Ce n'est pas aussi simple. Vous avez formulé une plainte, nous avons consacré du temps et des efforts pour en vérifier l'exactitude, et maintenant, à ce point, vous voulez qu'on oublie tout? Kevin se raclait la gorge. Oui, s'il vous plaît. Si c'est possible. J'essaie de vivre au jour le jour. Hier n'existe plus. L'aîné des deux secoua la tête. Notre travail serait tellement plus facile si tout le monde était aussi indulgent que vous. Les policiers échangèrent un coup d'œil et sortirent rapidement. Kevin s'habilla à la hâte et se prépara un café bien fort. Il prit ensuite le téléphone et composa le numéro de son ancien associé. « Bonjour, Michael. » Il imaginait facilement l'air ébahi de ce dernier. « C'est Kevin à l'appareil. J'appelle pour savoir comment tu vas. » « Bien, très bien. » répondit Michael sans cacher sa surprise. « Et toi, ça va? » « Bien. Je voulais te dire bonjour et aussi te laisser savoir que j'ai retiré ma plainte contre toi. » « Quoi? » « Je t'ai pardonné. Je te pardonne tout. Je te souhaite une bonne vie, Michael. Au revoir. » Tout en se rasant, Kevin sourit à son image dans le miroir. La philosophie de vie de Todd se vérifie. Je me sens mieux que je ne me suis senti depuis des années. Il eut envie de tout raconter à Todd. Il essaya de l'appeler à plusieurs reprises, mais la ligne était toujours occupée. Il décida de se rendre chez lui. Il sonna à la porte de son ami. Il n'y eut pas de réponse. Indécis, il se dirigea enfin vers les boutiques qui longeaient le bord de l'eau. Il commanda un cappuccino et s'assit à une terrasse d'où il pouvait voir l'entrée de l'édifice. Une demi-heure plus tard, il commanda un autre café et prit 1 heure pour le boire. Il ne vit personne entrer ou sortir de l'immeuble où habitait Todd. Saisi d'une soudaine inspiration, il alla sonner chez les voisins de Todd. La voix d'une vieille dame lui parvint par l'interphone. Elle lui dit que son mari avait vu une ambulance pendant la nuit, mais elle ne savait pas si c'était pour Todd. Quand elle avait frappé à sa porte, il n'y avait eu aucune réponse. Kevin la remercia. Il s'appuya au mur de briques pour ne pas s'effondrer. Il lui faudrait téléphoner à tous les hôpitaux pour retrouver Todd. « Ne pleurez pas. » lui dit une voix familière. Il se retourna et vit Lisbeth. Elle lui mit la main sur l'épaule. « Il sera de retour cet après-midi. Voulez-vous m'aider à monter les sacs d'épicerie ? » Todd avait eu une crise pendant la nuit. Comme il ne se sentait pas bien la veille, elle était restée auprès de lui et avait donc pu téléphoner pour faire venir une ambulance. « Il est prêt à partir, » dit-elle en regardant Kevin droit dans les yeux. « Il n'y a que vous qui le retenez ici-bas. Il ne peut se résoudre à partir avant de s'assurer que tout ira bien pour vous. » Kevin se frotta les yeux. « Ça ira. C'est seulement que je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme lui. Je ne veux pas le perdre aussitôt après l'avoir connu. » Aucun de nous ne souhaite le perdre. Je comprends ce que vous ressentez, Kevin. Croyez-moi. Vous dites qu'il revient cet après-midi. Mais comment est-il? Il aura besoin de beaucoup de repos. Sur ce, elle se leva et se mit à ranger l'épicerie. Kevin se sentait désemparé. N'y a-t-il rien que je puisse faire? Oh, que diriez-vous de passer l'aspirateur?
Quand l'ambulance arriva, l'appartement était immaculé et des fleurs décoraient le salon. Lisbeth et Kevin descendirent en courant à sa rencontre. Todd fut content de les voir. Son visage était pâle, mais son sourire toujours aussi chaleureux. Les ambulanciers le portèrent à son lit. Lisbeth avait préparé une soupe qu'elle lui donna à la cuillère. « Racontez-moi votre journée, Kevin. » Kevin fut gagné par l'enthousiasme à mesure qu'il racontait son avant-midi. Todd sourit en hochant la tête. « Vous êtes sur la bonne voie. » « Rétablissez-vous, s'il vous plaît. Nous avons tous besoin de vous. » Il est temps pour moi de poursuivre ma route. Vous connaissez ma philosophie. Je ne crains pas l'avenir. Vous ne devez pas le craindre non plus. Plus maintenant. Kevin se leva. Je ferais mieux de partir, mais je reviendrai demain matin. Il s'arrêta à la porte, se retourna et regarda le frêle vieillard alité. Kevin, il reste encore une leçon. Je sais. Vous l'avez pratiquée ce matin. Je suis fier de vous. Kevin sourit en essayant de trouver de quoi il s'agissait. Il va falloir me le dire. Vous devez aider les autres. Et vous devez leur pardonner. Il y a plus encore, Kevin. Vous devez vous pardonner à vous-même. Me pardonner à moi-même? Kevin fronça les sourcils sans comprendre. Nous faisons tous des choses stupides. Il nous arrive tous d'être désagréables, méchants, intolérants. Mais vous devez vous pardonner tout ce que vous avez fait par le passé. Ce n'est qu'à partir de ce moment que vous pourrez vraiment aider les autres. J'ai pardonné à mon associé. Mais ce n'est pas un véritable pardon tant que je ne me suis pas pardonné à moi-même. Oui et non. Kevin pouvait voir l'effort que cet entretien coûtait au vieil homme. Mais il savait qu'il ne pouvait partir avant que Todd lui ait expliqué. Quand vous lui avez pardonné, vous êtes-vous senti libéré d'un poids terrible? Tout à fait. Pardonnez-vous et vous vous sentirez littéralement renaître. Todd bâilla, puis il sourit à son ami. Je suis désolé, le voyage de retour a dû m'épuiser. Reviendrez-vous demain? Comme sur un signal, Lisbeth entra et fit sortir Kevin. Avant de partir, ce dernier lui laissa son numéro de téléphone. S'il arrive quelque chose, je vous appelle, quelle que soit l'heure. Dans l'après-midi, Kevin marcha jusqu'à un centre commercial où il acheta du papier parchemin, de l'encre et une plume à calligraphie. Il s'installa à la table de cuisine et s'exerça à dessiner les lettres de l'alphabet. Après une demi-heure de pratique, il se sentait suffisamment en confiance. Il prit une feuille de parchemin et l'intitula « Les 7 secrets du succès ». Soigneusement, il écrivit « Hier n'existe plus ». Ces 3 mots avaient marqué le début de sa nouvelle façon de vivre. Il les prononça à voix haute. « Hier n'existe plus ». Oui, il sentait que c'était juste. Il dut réfléchir quelques minutes pour bien exprimer le secret numéro 2. Il écrivit « Étreignez les arbres, étreignez la vie ». Il se surprit à acquiescer de la tête en lisant ces mots.
fixez-vous des objectifs valables. C'était plus facile à écrire qu'à faire, mais avec l'aide de Todd, Kevin s'était fixé des objectifs personnels précis. Il y a partout des occasions à saisir. Il revit la scène de son entrevue avec M. Greyland. Il avait utilisé à peu près les mêmes termes. La leçon numéro 5, soyez persévérant. Il dut la répéter une vingtaine de fois avant de sentir qu'il la possédait vraiment. Je dois être persévérant, se répéta-t-il. La persévérance est gage de succès. Il s'arrêta le temps de se préparer une tasse de thé. Il relut les leçons qu'il avait mises sur papier. Reprenant sa plume, il écrivit « Croire ». Il secoua la tête. « Croire en moi-même ». Oui, c'était mieux. La dernière leçon était la plus difficile à écrire. Il était triste et content à la fois de penser que Todd lui avait donné la liste complète des secrets. Lentement, il écrivit « Aider les autres, leur pardonner et me pardonner à moi-même ». Il faisait presque nuit quand il eut terminé. Kevin se coucha tôt et resta allongé en se répétant silencieusement les leçons que Todd lui avait apprises. Il essaya de se pardonner, comme Todd le lui avait dit. Il était sur le point d'abandonner quand il ressentit une libération presque spirituelle. Il se sentait léger et en parfaite harmonie avec l'univers. « C'est ce que Todd a voulu dire », pensa-t-il en s'endormant. La deuxième sonnerie du téléphone le tira du sommeil. Il prit rapidement le récepteur avec une sensation de terreur imminente. « C'est vous, Lisbeth ? » « Venez vite. Son heure est venue. » « J'arrive tout de suite. » Il appela un taxi et arriva chez Todd en même temps qu'une ambulance. Il suivit les ambulanciers jusqu'à l'appartement du vieil homme. Lisbeth était à la porte. Il vit couler des larmes le long de ses joues. Il s'immobilisa à 2 marches du palier. Il était inutile d'aller plus loin. Aidez les autres, pardonnez-leur et pardonnez-vous aussi. Kevin fut surpris de voir le nombre de personnes qui assistèrent aux funérailles de Todd. Il était assis au milieu de l'église. Sandy à ses côtés lui tenait la main. Malgré le temps maussade, la cathédrale était pleine de gens qui avaient voulu rendre un dernier hommage au vieil homme. Kevin fut renversé d'entendre autant de récits semblables aux siens. Dans son oraison funèbre, le prêtre raconta comment Todd avait marqué et transformé sa vie. Tous ceux qui ont rencontré Todd sont devenus meilleurs du seul fait de l'avoir connu. À la sortie de l'église, la foule échangea quelques mots. Sandy et Kevin s'apprêtaient à partir lorsque Lisbeth s'approcha. Vous est-il possible de venir chez Todd? Merci, mais je dois retourner au travail. Elle embrassa Kevin. Vas-y, mon amour. Je te verrai ce soir. Une fois chez Todd, Kevin reçut une enveloppe qui lui était adressée. Il se rendit dans la chambre où il avait passé la nuit le soir de sa rencontre avec Todd. Il ouvrit le tiroir de la table de nuit, prit le livre qui s'y trouvait. Il effleura la couverture gaufrée et relut les mots qu'il connaissait bien. Hier n'existe plus. Todd non plus n'existe plus, pensa-t-il. Il ouvrit l'enveloppe. À sa grande surprise, la lettre avait été écrite de la main de Todd. Mon cher Kevin, quand vous lirez cette lettre, je serai mort et enterré. Mais vous connaissez ma philosophie et mes croyances. Je n'ai jamais cru que tout s'arrêtait avec la mort, alors ne pleurez pas pour moi. En fait,
j'entreprends l'aventure la plus excitante de toutes. Nos conversations me manqueront. Elles étaient importantes pour moi. Au cours de nos échanges, vous avez mentionné que vous aviez commencé votre carrière comme journaliste. Accepteriez-vous d'écrire un livre sur votre expérience à aider les autres? Un tel livre pourrait atteindre un plus grand nombre de personnes encore que le simple bouche à oreille. Oh, je ne vous demande pas de l'écrire maintenant. Non, j'aimerais d'abord que vous y pensiez. Puis une fois que vous aurez repris votre place au soleil, que vous serez heureux et épanoui, alors peut-être voudrez-vous le faire. Mais je vous prie de considérer cette idée sérieusement. Je suis toujours là. Dieu vous garde, Kevin. Et merci d'avoir été mon ami. Todd. Lentement, Kevin replia la lettre et la serra contre son cœur. Un mouvement à la porte attira son attention. Lisbeth entra. Kevin lui demanda pourquoi Todd l'avait choisi, lui, pour écrire le livre. Lisbeth lui sourit. Il vous a choisi pour plusieurs raisons. D'abord, parce que vous avez le potentiel. Et surtout, parce qu'il pensait qu'aider les autres vous ferait revivre. Kevin accompagna Lisbeth dans la cuisine. Elle regarda tout autour. Je pense que nous avons fini ici, Kevin. Qu'allez-vous faire maintenant? Ce soir, je dîne avec Sandy. Je vais lui demander de revenir à la maison. Il y a longtemps que j'aurais dû le faire. Trop longtemps. Si elle accepte, je vais m'assurer que nous soyons heureux. Laissez-moi savoir comment s'est déroulée votre soirée. D'accord. Je vous téléphone demain. Kevin déposa un baiser sur sa joue. Merci, Lisbeth. Lorsqu'il lui atteint la porte, elle lui dit « Kevin? Prenez ceci. » Soulevant le lapin de céramique qui se trouvait sur le manteau de la cheminée, elle prit l'enveloppe qui contenait les buts que Kevin s'était fixés. Il accepta l'enveloppe en souriant. « Vous savez, cela m'étonne moi-même, mais je travaille déjà aux objectifs que je m'étais fixés. » L'air sentait bon et frais. Kevin marchait en contenant difficilement l'excitation qui le gagnait. Il tenta en vain d'analyser ses sentiments. Bien sûr, il se sentait dévasté par la perte de son ami, mais en même temps, il était content que Todd se soit senti prêt à poursuivre son chemin. Kevin savait sans le moindre doute que Todd trouverait le moyen d'aider les autres, où qu'il soit. Dans son cœur, il savait que Todd serait toujours là. Il s'arrêta à une intersection fort occupée, étreignit un arbre et envoya la main aux automobilistes inquiets. La vie était belle. Elle appartenait aux vivants. Muni des 7 secrets que lui avait légués Todd, il ne pouvait que réussir. Les 7 secrets du succès. Hier n'existe plus.
étreignez les arbres et la vie. Fixez-vous des objectifs valables. Il y a partout des occasions à saisir. Soyez persévérants. Croyez en vous-même. Aidez les autres, pardonnez-leur et pardonnez-vous aussi. ADA vous a présenté Les 7 secrets du succès, une histoire d'espoir de Richard Webster. À la narration, Tristan Harvey, avec les voix de Caroline Boyer, Patrick Chouinard, Vincent Davy et Daniel Panton. Adaptation du texte, Céline Parent-Pomerleau. Révision du texte, Nicolas Pinard. Réalisation, musique et enregistrement, Louis Lachance, assisté de Nicolas Pinard.